Stéphane Grumbach, bonjour. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis chercheur à l'INRIA, l'Institut national du numérique. J'ai travaillé beaucoup sur les données, comme dans le domaine de l'informatique. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé beaucoup plus aux problèmes politiques que posent les données, les systèmes numériques. Et c'est aujourd'hui essentiellement là-dessus que je travaille et surtout sur des questions de géopolitique. Alors, vous venez de publier récemment chez Armand Collin une géopolitique des algorithmes. Alors, le terme d'algorithme, on le voit fleurir depuis plusieurs années dans le débat public, mais aussi dans le débat entre spécialistes. Alors, concrètement, c'est quoi un algorithme? Alors, un algorithme, c'est un objet mathématique. Il y a tout un tas de branches. Enfin, c'est une branche des mathématiques, du calcul. Et donc, un algorithme, c'est une procédure de calcul. Et du point de vue mathématique, c'est quelque chose qui a été formalisé dans les années 30 par des gens qui sont restés célèbres, comme Turing ou Gödel. Et puis, petit à petit, les ordinateurs devenant de plus en plus largement utilisés, les algorithmes n'ont plus seulement travaillé sur des données numériques qui venaient de champs scientifiques, de la physique ou d'autres, mais de plus en plus sur des données qui venaient de toutes sortes de champs, en particulier le champ social. Et le mot a donc évolué dans son sens. Donc, il y a à la fois un sens mathématique qui est très précis, et puis un sens dans le vocabulaire courant qui est essentiellement un traitement automatique par une machine de données de manière générale. Mais on pourrait aussi considérer que les opérations que fait notre cerveau sont d'une certaine manière du domaine algorithmique aussi. Donc c'est un terme en fait assez vague, général, qui veut dire procédure de traitement de données. Mais j'ai l'impression que ces dernières années, décennies peut-être, finalement, il y a eu la véritable révolution, ça a été justement l'augmentation, l'incroyable explosion finalement des données, des quantités de données disponibles. C'est ça? Oui, alors il y a effectivement un phénomène qui est initialement quantitatif et qui devient très fortement qualitatif dans la quantité de données qu'on récolte. Essentiellement, petit à petit, on a numérisé l'ensemble des données, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur origine. Et puis, on les a traitées de manière algorithmique, d'où l'importance du mot numérique, qui veut simplement dire coder de manière, enfin avec des 0 et des 1 essentiellement, par rapport à des données analogiques comme celles qu'on avait autrefois, de l'image, du son ou autre. Et cette capacité donc à récolter de plus en plus de données, à traiter de plus en plus de données de manière algorithmique, a fait glisser la société vers un traitement de l'information qui est fait de plus en plus par des machines et qui va avoir beaucoup de conséquences en fait, politiques, géopolitiques, mais aussi, je pense, anthropologiques. Nous cohabitons avec des machines. On y reviendra, mais ces machines évoluent elles-mêmes. Et justement, pour être sûr que nos spectateurs et nos spectatrices qui ne sont pas véritablement habitués à ces questions d'algorithmes, de données, etc., quand on parle de ces stocks gigantesques de données, ces big data, ces données, elles concernent quels aspects de nos vies quotidiennes et comment et d'où elles proviennent? Alors, essentiellement, elles concernent tous les aspects de nos vies quotidiennes. La part des données qui est récoltée va croissant. C'est une tendance de la société humaine dans sa globalité aujourd'hui. Et je pense qu'elle va continuer à croître pendant encore un certain temps. Elle atteindra un pic à un certain moment. Et puis, on commencera à réfléchir à peut-être à ne pas recueillir
toutes les données. Mais pour l'instant, on recueille de plus en plus de données. Alors, ces données sont multiples et puis de granularité variable. Elles vont des données, par exemple, sur l'économie d'un pays, la santé économique d'un pays, donc l'ensemble des données que traite l'État, par exemple, sont petit à petit, évoluent petit à petit vers des grands systèmes numériques et plus des administrations publiques. Et puis nos données en tant qu'individus, elles sont recueillies principalement par les applications qu'on utilise sur les smartphones, mais pas seulement. D'autres systèmes fixes, comme le compteur Linky par exemple, ou l'ensemble des caméras de vidéosurveillance qui, dans certains endroits, font de la reconnaissance faciale et à mon sens, seront amenés à faire de la reconnaissance faciale un peu partout, donnent des informations sur ce que nous faisons. Ça, c'est nos interactions avec le monde extérieur, ce qu'on achète, la manière dont on se déplace, l'endroit où on se situe, les gens avec qui on échange, le réseau des gens avec qui on échange. Et puis, ces données pénètrent aussi à l'intérieur de notre corps, puisque la santé est aussi basée sur des données, et que ces données, petit à petit, vont être de plus en plus lues par des algorithmes qui vont nous conseiller et conseiller la population globalement sur son comportement par rapport à la santé. Donc, en fait, elle touche l'ensemble de ce qu'on est à l'intérieur du corps, à l'extérieur dans nos interactions, et puis collectivement en tant que région du monde et planète. C'est parfait parce qu'en plus, vous me tendez une perche pour la transition vers ma prochaine question qui était justement vous en avez parlé dans votre réponse précédente, vous disiez que justement ces stocks de données, leur traitement, leur médiation algorithmique intéressaient de plus en plus l'anthropologie, la géopolitique. Alors justement, vous venez de publier la géopolitique des données. En quoi est-ce que ces données, en quoi ces procédés algorithmiques justement intéressent la géopolitique? Alors, d'abord, les données, c'est une ressource. Et donc, la géopolitique s'intéresse de manière générale aux ressources. Certains pays dominent l'économie, je ne sais pas moi, des hydrocarbures, de l'énergie, de l'alimentation. Et avec la guerre sur notre continent, tant les questions d'alimentation que d'énergie sont traitées quotidiennement, et en particulier leur aspect géopolitique. Donc les données, c'est une ressource, et c'est une ressource essentielle, et en tant que ressource, elle intéresse la stratégie des nations, et donc la géopolitique. C'est une ressource un peu particulière, parce que c'est une ressource, donc l'énergie et l'alimentation, c'est absolument fondamental. Un pays ne tourne pas sans pouvoir nourrir sa population ou sans avoir de l'énergie pour faire fonctionner ses industries. Mais les données sont non seulement ça, mais en plus, c'est un outil de contrôle. Et donc, le recueil de données permet en plus, pour celui qui le maîtrise, de savoir ce qui se passe sur le territoire où on recueille des données, d'où on recueille des données. Et donc, c'est absolument stratégique pour cette raison. Et ce n'est pas seulement... en fait, il y a essentiellement, à mon sens, 3 dimensions. Celle du contrôle, de l'information, donc qui intéresse les services d'intelligence économique ou les services du renseignement. Celle de l'influence, puisque ces grands systèmes permettent d'influencer le comportement, à la fois le comportement individuel, le comportement de consommateur, mais aussi le comportement politique, et donc d'exercer une activité de propagande sur un territoire. C'est ce qu'on a pu voir notamment lors de certaines élections, notamment les élections américaines, c'est ça? Oui, je crois qu'en fait, il n'y a pas d'exemple où ça n'est pas exercé. Je crois que par défaut, il y a ce système d'influence et de propagande est utilisé. Je crois qu'il n'y a pas une seule élection, ni même pas seulement des élections, mais simplement le comportement politique d'une population, indépendamment des élections, est influencé par ces systèmes en continu. Donc
on met parfois l'accent sur certains phénomènes parce qu'ils ont surpris, mais c'est la règle, disons. L'exception serait que ce ne soit pas fait, mais ça n'existe pas. Et puis l'autre chose, c'est la coercition. Ces systèmes-là permettent la coercition. C'est donc pas seulement l'influence, mais d'obliger un territoire ou une population ou un individu à un certain comportement, à lui permettre des choses ou à lui interdire l'accès à certaines choses. Oui, en vous écoutant, là, vous parlez beaucoup des États, des nations, etc. Mais on a aussi l'impression que finalement, cette capacité à rassembler des données, à les traiter, etc., et ensuite à les utiliser, finalement, elle consacre aussi un bouleversement dans le fait que finalement les acteurs étatiques, les acteurs publics, les acteurs institutionnels sont un petit peu, comment je pourrais dire, en retard par rapport à ces compagnies privées. On les connaît toutes, qui finalement ont cette capacité à extraire de la donnée et à se nourrir de données pour grossir. Est-ce que finalement, cette révolution numérique et cette capacité à traiter des données, elle ne consacre pas aussi l'émergence d'acteurs désormais hégémoniques? Et quand je dis hégémonique, c'est plus important même que les États eux-mêmes. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, on assiste à l'émergence de nouveaux acteurs qui n'existaient pas autrefois, qui sont les grandes plateformes, et qui, par le rôle qu'elles jouent, qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire que si un de ces grands acteurs ferme l'accès à ces services sur un territoire, ce territoire s'effondre. Et l'industrie sur ce territoire ne fonctionnerait plus. On y reviendra, je pense. Donc, il y a émergence de nouveaux acteurs qui ne ressemblent pas à ce qui existait avant, qui ne sont pas en soi comparables aux grandes entreprises multinationales parce que leur portée est beaucoup plus forte que celle des grandes entreprises multinationales dans des domaines stratégiques comme l'énergie ou la santé, par exemple, parce que ces entreprises ne touchent pas directement, même si chaque individu utilise les produits des grandes industries de l'énergie ou de la pharmacie, par exemple, elles ne nous touchent pas directement en tant qu'individus, alors que ces grandes plateformes nous touchent en tant qu'individus quotidiennement, et non seulement quotidiennement, mais potentiellement en continu, simplement la connexion de nos appareils. Donc ça, cette émergence est majeure, et c'est des objets qui font partie de la géopolitique aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des États, c'est un nouvel objet. Ce sont un peu comme des États sans territoire. Ils ont une population très large, ils peuvent frapper monnaie, ils ont un rôle dans l'influence et le contrôle de la population, mais ils n'ont pas, contrairement aux États, la responsabilité globale d'un territoire. L'État doit s'assurer de tous les problèmes de son territoire. Ces plateformes, elles, n'ont pas cette responsabilité-là sur un territoire. Par contre, elles entretiennent des relations avec les États. Donc, on voit dans la géopolitique aujourd'hui des États et des plateformes. D'ailleurs, un certain nombre d'États, dont la France, nomment aujourd'hui des diplomates, donc des gens qui dépendent du ministère des Affaires étrangères, pour discuter avec les plateformes. Donc, ce n'est plus seulement un problème économique, mais un problème diplomatique. Alors, les relations qu'entretiennent les plateformes avec les États sont de deux ordres. L'État du pays dans lequel est la plateforme, c'est une relation, c'est une forme de relation, et puis l'autre, c'est la relation avec un État étranger. Pour prendre un exemple, donc Google a des relations avec l'État américain et aussi avec l'État français. Ce sont des relations d'ordre complètement différent, puisque l'État américain, lui,
favorise, se trouve. Donc, on va trouver à la fois des conflits et des coopérations. L'État américain va se trouver face à ces plateformes dans une situation parfois conflictuelle, mais c'est avant tout une relation de coopération. Et à mon sens, la puissance aujourd'hui et la puissance de demain pour une nation aujourd'hui est liée à la force de ces plateformes. Et à mon sens, on pourrait y revenir, la comparaison avec le nucléaire est pertinente, mais à mon sens, on est dans quelque chose de beaucoup plus fort que la maîtrise de l'atome. Et puis, il y a les États qui n'ont pas de plateforme, comme la plupart des États du monde, en tout cas ceux de l'Europe, qui entretiennent des relations avec des plateformes, qui sont des plateformes étrangères, et sur lesquelles la capacité d'action est bien plus réduite que dans le cas d'une plateforme nationale. Mais vous parliez d'États sans territoire, mais justement, quand Facebook, désormais Meta, annonce sa volonté de créer le fameux métaverse, dont tout le monde parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est encore, est-ce que finalement, on n'est pas dans une tentative de création de territoire, certes numérique, mais de territoire quand même, un territoire sur lequel l'entreprise Meta aurait tout contrôle? Oui, tout à fait. Je pense que la représentation que nous avons du monde, en fait, nous avons une logique hiérarchique et puis nous découpons le monde, mais la société aussi, en parties, avec des sous-parties qui sont incluses et dans une relation de dépendance, etc. Donc, si on pense à la géographie politique, eh bien, la surface de la Terre est découpée en territoires. Et nous avons une logique qui est que chaque territoire émergé doit dépendre d'un État-nation avec un gouvernement et une souveraineté. Et puis après, il y a d'autres territoires qui sont encadrés par des conventions des Nations Unies, donc la mer, la haute atmosphère, etc. etc. Et le monde est découpé de cette manière-là. Le numérique change cette donne, puisqu'effectivement, on va intercroiser ces territoires classiques avec cette idée de souveraineté d'un État sur un territoire, avec une nouvelle puissance, de nouvelles formes de puissance qui s'exercent sur un territoire beaucoup plus large, qui ne correspond pas à un découpage en nations, et qui domine un certain segment de l'activité. Ça peut être des segments assez fondamentaux, ça peut être les échanges entre personnes, ou bien un secteur économique, toutes les activités d'un secteur économique, ou bien petit à petit, on va voir le domaine de la santé géré par des plateformes, et donc, pour une part, ne plus être sous le contrôle des gouvernements nationaux. Ça va intervenir aussi dans le domaine éducatif, qui est un domaine qui, à mon avis, va changer beaucoup, où on va voir émerger des très grandes puissances éducatives globales qui vont rayonner et donc qui vont dire la vérité sur un territoire très grand et qui échappera donc aux États. Et ça c'est un domaine important parce qu'on voit dans notre pays en particulier, mais ce n'est pas le seul, un affaiblissement très important du système éducatif qui intervient, à mon sens, à la veille d'une transformation majeure globalement du système éducatif, enseignement et production de connaissances, recherche. Donc oui, effectivement. Et sur le métaverse, je pense que c'est un point important. Il y a plein de... C'est émergent, mais on pourrait imaginer que le métaverse devienne l'espace de liberté l'espace de liberté, de loisirs. Alors, est-ce que vous pourriez simplement définir ce qu'est le métaverse pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle? Alors, il s'agit d'un monde
dits virtuels en ligne, dont je pense aujourd'hui on imagine assez peu ce que ça va devenir, mais qui pourrait être le monde dans lequel donc on se connecterait, on serait dans un espace où il est agréable d'évoluer. Alors évidemment, il y aura des différences générationnelles d'appétence, et puis les gens seront plus ou moins à l'aise probablement en fonction des générations. Mais on risque de faire dans le métaverse énormément de choses qu'on fait aujourd'hui encore dans le monde physique, et en particulier toute la partie intangible du loisir, de l'apprentissage et des rencontres entre amis, etc., etc. Mais je crois que c'est assez difficile encore d'imaginer ce que ça pourra être, ce que ça sera, et comment seront équilibrés les rapports entre le monde physique, parce que je crois que les deux sont aussi très imbriqués. C'est-à-dire qu'on n'existera plus réellement dans le monde physique sans être dans le métaverse, on ne sera pas non plus dans le métaverse sans être dans le monde physique. Mais alors, finalement, vous abordez une question, moi, qui me semble centrale, celle aussi de la souveraineté des États, finalement. Quand on voit, par exemple, l'État français qui décide de souscrire un contrat avec Microsoft, donc entreprise américaine, pour le traitement des données médicales, je crois que c'est la création d'une plateforme qui synthétiserait l'ensemble de nos données médicales individuelles, c'est ça? Alors, ma question, c'est, indépendamment de cet exemple-là très précis, est-ce que les États ont même conscience, finalement, de cette perte de souveraineté et cette perte de pouvoir décisionnaire? Alors, je crois que la souveraineté, globalement, est telle que nous la concevons, est mise à rude épreuve. Et je ne suis pas sûr de la manière dont elle évolue. Mais on reviendra aussi sans doute sur cette question, mais l'enjeu de la préservation des conditions de fonctionnement de l'écosystème qui soient favorables à l'humanité met fin à toute souveraineté. Il s'agit pour l'humanité, dans son ensemble, de décider collectivement de gérer la planète de telle manière à ce que la dégradation soit la moins importante possible au niveau collectif. Je ne sais pas comment ça va se mettre en œuvre, mais personnellement, je pense qu'on passera par la guerre pour le mettre en œuvre, et que ça ne sera pas la bonne volonté des territoires, aussi différents soient-ils, mais qu'une puissance impériale imposera à l'ensemble de la planète un ordre qui ne sera pas seulement un ordre comme celui de la guerre froide, par exemple, ou celui qui a suivi la guerre froide, mais un ordre qui a à voir avec le droit de tirage sur l'écosystème de la planète, et qui sera imposé de manière autoritaire. Alors, il se trouve que moi, je suis fasciné par cet enjeu qui est de savoir comment l'humanité va mettre en œuvre, disons, les recommandations du GIEC. Pour faire simple, est-ce que ça va être de manière pacifique avec des nations qui se mettent d'accord autour de conférences internationales, etc., etc., ou bien sous le leadership d'une grosse puissance qui imposera au monde et à l'ensemble des territoires des restrictions drastiques? Je pense plutôt que la deuxième option est la plus probable. Et il se trouve que les systèmes numériques y ressemblent terriblement, puisque les systèmes numériques contrôlent, donc les plateformes sont des plateformes d'intermédiation. Elles contrôlent, elles gèrent en fait, elles orchestrent les échanges, tous nos échanges. Le premier système numérique fascinant, c'est le moteur de recherche.
Le moteur de recherche est un acteur d'un marché entre des gens qui cherchent de la connaissance et des gens qui produisent de la connaissance. Je simplifie un petit peu, mais c'est essentiellement ça. Et l'ensemble des plateformes, quelles qu'elles soient, assurent en fait une médiation sur un marché que les économistes appellent des marchés bifaces, avec d'un côté des producteurs, de l'autre côté des consommateurs. Et elles font cette mise en relation à un niveau global, soit pour un secteur d'activité particulier, le transport par exemple, soit pour quelque chose de beaucoup plus fondamental comme les plateformes que sont les stores d'Apple ou autres qui hébergent l'ensemble des applications auxquelles on accède. Et donc, ces plateformes ont en fait un contrôle sur les échanges qu'elles peuvent permettre ou interdire, ou sur lesquels elles peuvent avoir un rôle incitatif pour favoriser, peu importe ce qu'elles favorisent, mais elles peuvent répondre à ce genre de choix. Donc effectivement, la souveraineté est fortement remise en cause, et tout particulièrement celle des États qui ne disposent pas de la puissance numérique. Alors justement, moi, c'est ça que j'ai trouvé assez passionnant dans votre ouvrage, et notamment sur la dernière partie, si on peut dire, de l'ouvrage, puisque vous rapprochez cette révolution numérique des enjeux, notamment surtout environnementaux, auxquels va être soumise l'ensemble des sociétés humaines. Et alors, il y a de nombreux passages, justement, est-ce qu'on peut appeler ça de la prospective, où finalement vous avez tendance, si je pourrais dire, à insister sur la puissance chinoise. Vous allez surtout vous expliquer que finalement la Chine a tout attiré à la fois de sa puissance au sens traditionnel du terme, mais aussi d'un rapport particulier à la nature. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de cette dimension, finalement, de cette analyse croisée entre puissance au sens traditionnel du terme et, je sais pas, cosmogonie, finalement? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la question de la puissance. Il y a clairement des régions du monde ou des États qui se posent la question de la puissance. Et puis, il y en a d'autres qui soit n'ont pas les moyens de se la poser, soit ne se la posent pas. Le numérique, c'est intéressant parce que quand on parle du numérique, on a tendance à voir le numérique comme quelque chose de très, très démocratique, au sens où une machine et puis quelques codeurs peuvent faire émerger un nouveau système. Et donc, n'importe où dans le monde, les gens codent et développent des applications nouvelles. C'est vrai. Mais en même temps, la concentration de pouvoir dans le numérique est extrême. Il y a en fait deux grandes puissances numériques, les États-Unis et la Chine. Ces deux puissances se ressemblent étonnamment, contrairement à ce qu'on aurait tendance à imaginer. Pourquoi elles se ressemblent? Eh bien, parce que d'abord, elles sont souveraines. Sur le territoire américain et sur le territoire chinois, la plupart des systèmes numériques qui tournent sont nationaux. Et c'est encore plus vrai aux États-Unis qu'en Chine. C'est-à-dire que la pénétration américaine, c'est en train de changer. La pénétration américaine sur le territoire chinois était plus forte au niveau numérique que la pénétration chinoise sur le territoire américain, pour des raisons évidentes que les États-Unis avaient une avance majeure. Depuis que la Chine pénètre le territoire américain, que ce soit dans ses infrastructures, avec les équipements de 5G par exemple de Huawei, ou au niveau des plateformes, avec WeChat ou avec TikTok, le gouvernement américain réagit déjà en interdisant les équipements chinois, mais aussi en réfléchissant à interdire l'accès aux plateformes. Donc, le premier point qui montre cette relation entre les États-Unis et la Chine, c'est la maîtrise de leur territoire. Maîtrise du territoire, ça veut dire stratégie dans le développement et aussi rapport entre les administrations publiques et les grandes plateformes. Et les grandes plateformes, en fait, ont plus de données que l'État et elles ont des données extrêmement utiles
au gouvernement. D'ailleurs, je pense de manière générale qu'on peut dire que celui qui gouverne, c'est celui qui orchestre les interactions. Et donc, on peut dire que les grandes plateformes gouvernent sur des territoires. Alors, elles ont une gouvernance qui est partielle, mais elles ont de facto une activité de gouvernement sur des territoires très larges. Et les États-Unis et la Chine ont un autre point en commun qui est la vision que leur activité numérique doit avoir une portée extraterritoriale très forte. Les Américains ont une avance considérable, parce que les systèmes américains sont beaucoup plus utilisés dans le monde que les systèmes chinois, mais la Chine avance, et l'ambitieux projet des routes de la soie qui lient l'Asie, l'Eurasie et l'Afrique montre l'ambition chinoise et la réflexion qu'il y a autour d'être maître en fait du système cybernétique mondial. Et c'est assez subtil en fait parce que il y a le fait d'être présent, c'est-à-dire que c'est une entreprise nationale qui, je ne sais pas moi, gère le moteur de recherche. Donc par exemple, sur le territoire européen, nous accédons à peu près à un seul moteur de recherche qui est américain, d'une seule société, Google. Mais il y a une autre dimension qui est légale, qui est que les États ont changé leur dispositif légal pour que leur activité numérique ait une portée extraterritoriale. Donc en fait, le territoire s'est étendu très largement. On a beaucoup ici regardé la Chine comme un pays qui protégeait son territoire numérique, donc ici en Europe, pour exercer un contrôle policier sur la population. C'est intéressant parce que ça dit rien de la Chine, parce que la capacité de surveillance aux États-Unis est à peu près égale à celle de la Chine, d'une part, et d'autre part, elle a en fait une portée beaucoup plus large parce qu'elle a une portée internationale hors frontières américaines beaucoup plus forte que celle de la Chine. Et c'est intéressant parce que cette industrie s'est essentiellement développée après le 11 septembre 2001. Et donc, l'échec pour le renseignement américain que représente le 11 septembre 2001 a forcé une révision majeure, à une augmentation en puissance de la NSA, à une capacité d'accès aux données là où étaient les données, ce qui est normal, les services de renseignement vont là où est l'information. Et puis, il y a une situation qui est devenue assez bancale, en fait, parce que l'activité de l'État était illégale. Est arrivé Edward Snowden en 2013, qui surprend les Européens, ce qui est intéressant, parce qu'en fait, cette montée en puissance de la NSA était connue, elle était publiée, les problèmes que ça posait à la légalité, la capacité de calcul de la NSA, tout ça, c'était connu. Mais les déclarations de Snowden sont importantes parce qu'elles vont mettre le juriste au pied du mur et l'ensemble des États, les États-Unis en premier, mais les autres vont suivre, vont réécrire leur loi sur la surveillance et donc qui était inadaptée en fait au système numérique. Et donc, le dispositif légal va se renforcer et sa composante extraterritoriale se renforcer. Donc, on a ces deux grandes puissances, États-Unis et Chine, qui, au fond, se ressemblent énormément dans leur stratégie nationale et internationale, même s'il y a des grandes différences, comme free speech est vraiment l'évidence d'une différence. Donc, je pense qu'on a une perception qui est fausse, en opposant les États-Unis et la Chine sur le numérique. Ils ont à peu près la même stratégie. C'est une stratégie impériale, souveraineté sur son territoire et domination la plus large possible au-delà de ses frontières. Alors, la question, c'est donc, on vit dans une région où le lien avec les États-Unis est fort. D'ailleurs, la dépendance, du point de vue numérique, la dépendance vis-à-vis des systèmes américains est totale.
et le lien avec la Chine est plus compliqué. Donc, on a un regard sur le monde qui est dépendant du lieu d'où on regarde le monde. Et donc, les points de vue qu'on a sur les États-Unis et la Chine sont biaisés de ce fait. Alors, la question que je voudrais poser, c'est on est face à ces deux grandes puissances numériques qui, à mon avis, vont dominer le monde dans la période qui s'ouvre maintenant. Alors, c'est à la fois une domination économique, technologique, militaire, numérique. Ce sont aussi les deux pays qui investissent le plus dans les technologies de l'adaptation au changement climatique, les nouvelles énergies en particulier. Donc, ces deux pays ont vraiment une stratégie impériale de domination. La domination américaine, on la connaît, on sait comment elle a été exercée tout au long du XXe siècle. Et il y a une question, on voit d'ailleurs des articles très alarmistes sur ce que la Chine fera si elle était amenée à devenir la première puissance mondiale ou si cette domination, sans être la première puissance, mais en étant l'une des deux puissances, comment s'équilibrerait la domination chinoise et américaine sur le monde, quelles que seraient ses intentions, ses pratiques. Et c'est difficile de le dire. Il y a une chose qui m'a frappé et qui m'interroge et qui touche également fortement le Japon. Et je vais prendre l'exemple du Japon pour éviter précisément la question plus générale qui se pose par rapport à la domination chinoise. Il y a au Japon un rapport à la nature qui est extrêmement étroit et institutionnalisé. Et le Japon ne vit pas, d'ailleurs comme beaucoup de pays d'Asie, dans une dichotomie nature-culture comme celle qui est à la base de notre système de pensée en Occident. Et la relation avec la nature est institutionnalisée, il y a énormément de divinités, les kami, et les gens ayant une culture scientifique se plient aux rituels avec les kami partout sur le territoire japonais. Donc la relation avec la nature est très forte et elle est intermédiée par quelque chose qui n'est pas du ressort simplement du rationnel, de la connaissance scientifique, etc., mais d'une relation culturelle via des divinités. Et puis, il y a aussi au Japon un rapport très naturel avec des machines qui parlent, il y en a partout, avec lesquelles on parle, des machines intelligentes, des cyborgs. Et je pense que ce rapport avec la nature et avec les machines autonomes est lié. Chez nous, nous avons un rapport de domination à la nature. Nous la dominons, nous la maîtrisons, et puis nous voyons bien aujourd'hui qu'elle pose problème et qu'il va falloir s'adapter, mais nous ne savons pas la penser autrement qu'en la dominant. Et l'idée, par exemple, chez nous, qu'un juge puisse être une machine, c'est-à-dire qu'un algorithme puisse prononcer des jugements, nous paraît insupportable. En même temps, nous savons que le même cas jugé dans une ville de France et dans une autre ville de France va donner des résultats différents parce que deux juges sont différents. Et donc, au fond, le système est humain, mais finalement, ce n'est pas tout à fait satisfaisant de se dire que le même cas est jugé différemment. Mais l'idée d'un juge algorithmique nous est parfaitement insupportable. Et il y a un rapport à la machine, on le voit, et aux machines autonomes, qui est compliqué et, au fond, d'emblée inacceptable. Alors qu'en Asie, je crois, en Asie orientale, je crois qu'il y a à la fois
un rapport à la nature et un rapport aux machines autonomes plus facile, plus intégré, ce qui me fait penser que peut-être dans ce monde dans lequel nous allons rentrer, où les machines autonomes, c'est-à-dire des machines qui ne sont plus des artefacts au service des humains, comme le sont la plupart des machines aujourd'hui, c'est-à-dire des machines qui sont pilotées par des humains pour remplir des tâches pour les humains, mais des machines qui vont décider d'elles-mêmes de faire des choses qui peut-être vont convenir aux humains, peut-être pas. Eh bien, ces machines-là vont prendre, parce qu'on les fabrique et parce qu'elles vont être utilisées, comme toujours, les ruptures technologiques se font d'abord sur le champ de bataille. Et les machines autonomes létales, c'est machines qui tuent sur le champ de bataille, non pas par décision humaine, mais par décision algorithmique, donc de la machine, vont se répandre. Et puis, on va les voir après arriver dans des tas de domaines où c'est pratique. Et par exemple, des domaines où il faut une vigilance très forte, ou bien il faut avoir accès à une source d'information très grande, ou traiter une quantité d'informations très grande. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose où l'Asie orientale pourrait avoir un leadership fort, à la fois par son acceptation des machines autonomes et sa maîtrise, mais aussi par son rapport, par un rapport différent à la nature. Et donc, je vois là une possibilité disons que c'est un argument qui milite sur le long terme du futur pour une montée en puissance de l'Asie orientale. À l'inverse, je pense que l'Europe est en grande difficulté aujourd'hui, ce qui d'ailleurs explique le fait que l'Europe ait fait l'impasse sur le numérique. On ne peut pas dire les choses autrement. L'Europe ne fabrique pas de machines, l'Europe n'a aucun système. Moi, j'ai une machine américaine avec des processeurs américains, et l'ensemble des systèmes que nous utilisons sont américains. Les données des entreprises et des particuliers sont sur des systèmes américains, et vous mentionnez le cas du système de santé français envisagé avec Microsoft. L'explication est très simple. Nous n'avons pas la maîtrise technologique pour faire ça. Nous n'avons pas les capacités de faire ça. Donc, nous sommes obligés de recourir à un acteur étranger. On le voit d'ailleurs, il suffit de regarder l'ensemble des systèmes mal foutus, mal codés, et à l'inverse, de regarder le fonctionnement de certains des systèmes américains que nous utilisons, qui sont incroyablement bien faits, pour mesurer concrètement l'écart. Donc, je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur le long terme, sur cette capacité de l'Asie orientale à avoir une force d'influence globale sur pour réinventer la philosophie politique, qui, à mon avis, est une révolution qui doit avoir lieu, parce que je crois que la capacité de penser politiquement la planète, les générations futures, nous ne l'avons pas. Le débat aujourd'hui tourne sur les droits individuels, donc les droits individuels des vivants aujourd'hui, qui s'éclatent dans des tas de catégories différentes en opposition les unes avec les autres. Et donc, je ne crois pas que nous ayons la possibilité, je crois que nous n'avons pas la capacité de réinventer une philosophie politique. Nous l'aurons peut-être plus tard. D'où mon questionnement sur l'Asie orientale, qui touche aussi beaucoup le Japon, même si, ou la Corée d'ailleurs. Il y a quelques semaines, quelques mois même, on avait mené un entretien avec Guillaume Pitron, que vous connaissez sûrement, j'imagine, donc le journaliste qui a beaucoup travaillé sur les conséquences environnementales concrètes de cette révolution numérique. Et donc, il nous expliquait finalement, par le menu, que la révolution numérique était finalement une révolution très géographique aussi, puisque ce monde numérique reposait sur des infrastructures qui marquaient précisément et visiblement l'espace géographique, les data centers, les câbles, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais vous allez
un peu plus loin, j'ai l'impression, dans votre livre, puisque vous écrivez dans la deuxième partie du livre que le monde est désormais plongé dans genre je vous cite, hein, le monde est désormais plongé dans le cyberespace. Alors, je me suis dit, c'est bien, ça fait un petit peu, citation de livre de science-fiction, mais qu'est-ce que vous entendez vraiment par cette expression? Alors, c'est clair que le cyberespace est plongé dans la géographie. Les câbles sous-marins, les centres de données, les infrastructures physiques reposent avant tout sur la géographie physique et doivent faire avec la géographie physique et ses difficultés. Trouver le chemin le plus court pour traverser un océan. Il repose aussi sur la géographie physique contemporaine, celle du changement climatique, puisqu'ils doivent s'adapter. Par exemple, les centres de données qui consomment, dont les plus gros consomment l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire, choisissent des endroits qui sont adaptés, donc par exemple le désert du Nevada, parce que l'énergie solaire, ou le Grand Nord de la Norvège avec l'hydraulique, mais choisissent des endroits où on a une certaine pérennité de production énergétique, sachant que l'énergie va probablement venir à manquer. Et donc, les choix sont vraiment stratégiques. Et puis, elle est aussi plongée dans la géographie politique. Quand on construit un centre de données, il faut le construire dans un endroit, sur un territoire, qui peut en garantir la sécurité. Et donc, ça veut dire que l'État garantira la sécurité de ce centre de données, ce qui est une vraie question. Elle explique aussi la géographie, enfin les choix d'implantation. Et puis, quand on regarde les câbles sous-marins, on voit l'importance du renseignement. La plupart des câbles sous-marins dans l'Atlantique Nord, par exemple, lient le Royaume-Uni à l'État du New Jersey ou à celui de New York aux États-Unis par la France. À l'inverse, la plupart des câbles qui viennent d'Asie vers l'Europe arrivent à Marseille. Et donc, on voit effectivement que ces câbles ont été construits dans une logique initialement étatique, qui était liée bien sûr au contrôle. Celui qui a le câble a aussi la possibilité d'écouter le câble. Il y a une logique qui change aujourd'hui, et ça nous ramène à la question des plateformes devenant des acteurs de la géopolitique. Autrefois, les câbles sous-marins étaient installés par des consortiums d'opérateurs de télécom de différents États, qui reliaient leurs États entre eux. Aujourd'hui, ils sont principalement installés par des plateformes qui relient les centres de données de ces plateformes au territoire sur lequel ils ont de l'activité. Et donc, on voit que là, les plateformes jouent le rôle que jouaient les États autrefois dans la connectique. Alors, donc, si je comprends bien, vous êtes en train de dire que jusqu'à présent, si je prends le cas de la France, par exemple, Orange, soutenu par l'État français, installait les câbles, mais que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, on pourra très bien avoir un réseau de câbles Facebook, un réseau de câbles Google, un réseau de câbles Amazon, un réseau de câbles, que sais-je encore. Voilà, sauf que ce n'est pas dans 5, 10, 15, 20 ans, c'était il y a 5, 10, 15 ans. Donc, quand on regarde la carte des câbles maintenant, les nouveaux câbles ne sont plus installés principalement par les États et les consortiums d'opérateurs de télécom, mais directement par les plateformes qui s'assurent comme ça la qualité de leur connexion et la maîtrise de leur connexion plutôt que de passer. Donc, les opérateurs de télécom ont perdu de leur importance dans la connectique globale. Et ce qui donne aussi la possibilité à ces nouveaux géants de couper et de couper les connexions si, pour eux, besoin s'en faisait sentir. Oui, alors eux, ils peuvent couper au niveau de l'accès aux services. Je pense que c'est plus dans la logique d'avoir la maîtrise totale du système de connectique global. Les opérateurs de télécom restent présents sur la
la connexion à la fin du territoire, mais on peut imaginer que ça change avec des différentes connexions sans fil qui pourraient ne plus dépendre des opérateurs du territoire. Alors, ce plongement est évident. Il est géographique au sens de la géographie physique, il est géographique au sens de la géographie politique, il dépend d'un système économique, etc., etc. Alors, le plongement inverse, c'est là où les choses sont intéressantes. Aujourd'hui, à peu près rien ne tourne sans l'accès à Internet. Une entreprise... prenons le stockage de données. Il est devenu très difficile de stocker des données. Il y a tout un tas de difficultés, à la fois dans le logiciel qui gère les données et l'espace mémoire et calcul des machines, mais aussi dans les vulnérabilités, ces systèmes faisant l'objet de nombreuses attaques. Donc ça devient de plus en plus complexe, et comme ça devient de plus en plus complexe, pour une entreprise, les métiers se diversifient, et donc il y a des gens qui sont spécialistes de ce qu'on appelle le cloud maintenant, et puis il y a des gens qui sont spécialistes d'une activité quelconque et qui vont reposer sur le cloud d'un spécialiste de cloud parce qu'ils n'auront pas la capacité en interne, et ça vaut pour des petites entreprises, mais aussi pour des très grosses entreprises qui n'arriveront pas en interne à développer cette capacité. Et ça, c'est un problème général des ressources humaines dans le numérique qui manque de manière cruciale, et c'est d'une certaine manière le nerf de la guerre. Donc, ces gros acteurs du stockage de données, du cloud, se développent et hébergent les données de l'ensemble de l'industrie. Et donc, en fait, toutes nos activités, notre échange aujourd'hui passe par un système américain et passe par un ensemble d'acteurs du numérique. On peut s'interroger, d'ailleurs, je m'interrogeais il n'y a pas très longtemps, on est dans ces discussions sur le fait que nous allons peut-être bientôt rentrer dans une période où nous allons manquer d'énergie. EDF annonçait qu'il n'était pas sûr de pouvoir satisfaire la demande du pays l'hiver prochain. Donc on est passé d'une époque où la fierté d'EDF, c'était d'être capable de produire et de faire marcher le réseau, quelle que soit la demande, y compris dans des hivers qui étaient très rigoureux, à une époque où des tas de problèmes techniques des capacités de production se posent en même temps, et l'électricien dit, eh bien, je ne saurais peut-être plus faire. Donc, on voit bien qu'on va rentrer là-dedans. Et donc, ça m'a amené à la question de savoir, pensons aux générations avant moi qui avaient vécu sans l'électricité, au fond, qu'est-ce qui était le plus important dans l'électricité? Et je me suis dit, mais en fait, la connexion, évidemment. La lumière, on peut s'en passer, il suffit de travailler le jour. Le chauffage, on peut aussi s'en passer, il suffit de mettre une grosse couverture. Mais la connexion avec le réseau, elle est essentielle. Et donc cet élément-là est devenu absolument essentiel, l'accès au savoir, les possibilités de travailler pour beaucoup de gens, l'information, l'échange. Donc essentiellement, même la sûreté des centrales nucléaires est assurée sur le réseau, le déplacement des transports, etc., etc. Plus rien ne fonctionne sans les banques. Rien ne fonctionne. Et ayant dématérialisé pour une bonne part l'argent, donc plus rien ne fonctionne. Et donc le monde est plongé dans le cyberespace. Et c'est là où on peut mesurer la dépendance, puisque soit chaque territoire souverain dispose de ses services du cyberespace pour faire fonctionner son pays, son stockage de données, ses banques, ses universités, etc., etc. Soit il est dépendant d'un système étranger, et alors sa souveraineté est extrêmement faible. Alors, je ne sais pas, quand c'était ma dernière question, je ne sais pas si je veux dire que ça fait peur ou si au contraire c'est porteur d'espoir, à vous de me le dire. Mais merci beaucoup Stéphane Grumbach pour votre participation. Donc je le rappelle, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, L'Empire des algorithmes, qui vient d'être publié donc en 2022 aux éditions Armand Collin. Donc je vous remercie encore pour votre participation. Merci beaucoup.